Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, c'est le mois d'août, c'est même le 15 août et du coup une petite vidéo cool et j'ai même changé, adapté mon style, je me suis mis en tenue super légère parce que c'est le 15 août, ce qui veut donc dire qu'il fait beau et chaud partout en France, même en Bretagne, je rigole, hein, j'ai habité en Bretagne, j'ai même fait construire, j'apprécie la Bretagne et d'ailleurs je suis sûr que vous avez vu passer cette cette blague qui m'a beaucoup fait rire. Vous connaissez la canicule, et bien il y a également la canipule. Voilà, donc tanana. Non, aujourd'hui on va pas faire d'humour, on va observer une vidéo de fail, une compilation de fail en ravitaillement en vol. Donc ça va être détendu, ça va être sympa. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Vers la fin du mois, début septembre, je vais vous faire une vidéo pour vous expliquer un petit peu quel va être le rythme de publication de la chaîne à partir de septembre. Ça va changer un petit peu, je vais la spécialiser sur certains sujets, je vous expliquerai tout ça très bientôt. Et d'ici là, on regarde de fail. Alors, c'est parti. Qu'est-ce qu'on remarque de suite sur cette vidéo? Un long tuyau. Il y a différents types de tuyaux de ravitaillement. Il y a les longs tuyaux, très longs, par exemple, ceux qui viennent de pods, qu'on va mettre sous les ailes, donc à l'extérieur, généralement 2 pods par avion, sur du C-135, sur du KC-10. Enfin, KC-10, généralement, il n'y en a pas. Ou sur du C-130. Enfin, il y a plein d'avions différents. Eh bien, ces pods très longs, c'est pas mal parce que ça vous permet d'avoir pas mal de jeux quand vous êtes enquillé. Et donc, une fois que vous avez réussi à rentrer à l'intérieur du panier de ravitaillement, eh bien, ça vous permet de bouger un petit peu. Donc, c'est assez confortable. Le problème, c'est quand ça turbule, à cause du bras de levier, eh bien, ça bouge énormément. Et ça m'est déjà arrivé en Irak d'être derrière et de voir le panier faire du plus ou moins 10 mètres, ce qui est assez dommage. Mais bon, on y arrive quand même. Pour ce qui est des autres types, il y a par exemple le bidier, qui a un petit tuyau de 2 mètres. Alors là, c'est plus difficile de rester dedans en virage. Par exemple, vous avez moins de marge de manœuvre. Ou sinon, il y a des systèmes américains qu'on va voir après, qu'on n'a pas en France. Allez, c'est parti. Observons ce premier échec. Alors, notre camarade, il a sa perche directement sur le côté. Le tuyau est stable. Il se rapproche doucement. Et là, alors ça, c'est purement la faute du pilote. Là, il fait un coup sec, il l'évite et il vient se cogner la verrière avec le tuyau. Bon sauvetage de sa part, on s'éloigne, on réduit. À sa place, j'aurais peut-être attendu un petit peu pour me reconcentrer. Et là, il rattaque et il remet un petit coup de gaz juste au moment de rentrer. Il a une vitesse de rapprochement, une VR comme on dit, qui est trop forte. Le tuyau n'aime pas, part en oscillation, ça casse. Et là, l'opérateur, le boom comme on l'appelle à l'intérieur du ravitailleur, doit couper l'arrivée de fuel. Et d'ailleurs, il est en train de rembobiner, si on peut dire, grâce à la puissance hydraulique, le tuyau. Donc c'est un échec complet. Ça, c'est pas bon. Alors là, on voit bien le déploiement du tuyau. Il y a un pod en fait sous l'aile. Ce qu'on voit, c'est l'aile droite. Donc le tuyau qui sort et le tuyau qui lâche. Donc en cas de souci, c'est ce qu'on voit par exemple avec ce F-18, en cas de souci, on a la capacité à se débarrasser du tuyau. Imaginez un F-18 qui est dans cette configuration, comme on dit, de nounou, de ravitailleur. Eh bien, si le tuyau est bloqué à l'extérieur, et comme je vous l'ai dit, il sort ou il rentre grâce à une énergie hydraulique qui est fournie par une petite hélice au niveau du pod sous l'avion, eh bien, on ne peut pas ponter avec ça, même si c'est déjà arrivé qu'un Rafale à ponte avec le tuyau sorti. Mais c'est un autre problème et c'était pas fait exprès. Heureusement, il n'y a pas eu de dégâts pour les personnels de pont. On veut éviter ça et du coup, on a la capacité de couper ce tuyau et c'est exactement ce qu'on a vu là. Donc, on se débarrasse du tuyau. Je vous rassure, hein, si vous êtes sur la plage, vous n'allez pas vous prendre un tuyau sur la tronche. On ne fait ça que dans des zones où il n'y a rien au sol, même pas de bateau et on fait attention. Donc ça, c'est ce qu'on voit, et là vous allez revoir, il vient couper le tuyau grâce à un système de secours qui est fait pour, et le tuyau part. Les avions sont bien écartés sur les côtés, pas que bête, hein, c'est pour ça on ne traîne pas trop derrière les avions ravitailleurs. Alors, petite cinématique de sortie de la perche de ravitaillement, la très belle vue, on voit bien le tuyau, ça c'est un prototype. Alors c'est intéressant, vous voyez ces commandes de vol qui étaient relevées, peut-être un peu en mode aérofrein, je sais pas trop, c'est un prototype de Boeing qui n'a pas gagné la compétition. Et là, ce qui va être intéressant de voir, c'est regarder la difficulté pour le pilote. Alors encore une fois, c'est un prototype, mais vous voyez cette perche à l'avant, cette perche de ravitaillement ici, bah, s'il met un coup, s'il est un peu nerveux au gaz, il risque de percuter avec le panier, et bah, c'est senseur, donc il faut faire très attention à ça. C'est des phases de vol où il faut être très, très attentif. Et là on voit l'ombre, hein, donc c'est vraiment pas loin. D'ailleurs, il pousse un petit peu, on voit qu'il réagit un petit peu, ça lui plaît pas trop. Vous voyez, c'est pas très loin. Il faut faire attention.
et donc il faut y aller doucement. Et ce qui est important, c'est d'être très souple au niveau au niveau des manches, au niveau du manche, sinon on rentre en PIO, Pilot Induced Oscillation. Donc pour rester souple au niveau de la main, comment est-ce qu'on peut faire? Bouger les doigts de pied, ça marche bien, se détendre, et surtout pas se crisper. Si vous crispez, c'est fini, et après vous nous perdez en précision. Également, si vous avez un manche long, si vous avez un gros manche, par exemple sur Super Étendard ou autre, on a un gros manche, c'est différent des side sticks, hein, qui sont des petits manches qui bougent moins. C'est important de bien poser votre main, d'essayer d'avoir un support pour bien stabiliser votre avant-bras, de manière à être le plus précis possible. Si vous pilotez comme ça, vous voyez, vous allez perdre en précision par rapport à si vous avez, moi j'aime bien utiliser mes cuisses, si vous avez quelque chose qui vous maintient l'avant-bras, ou maintenant en termes de bras de levier, en termes de précision, vous êtes beaucoup plus efficace, beaucoup plus fin. Donc il faut faire preuve de souplesse, à la fois avec le manche qui vient piloter l'avion, mais également avec la manette des gaz qui vient vous donner la VR, la vitesse relative, parce qu'en fait on peut être à 800 km/h, c'est comme l'amarrage de la navette spatiale, même si ça a des milliers de km/h, c'est deux aéronefs en déplacement, et ce qui importe, c'est la vitesse relative entre les deux. C'est ça qui est important. Mais bon, on va pas faire de physique. Intéressant, là on voit une fuite. Alors ne vous dites pas parce que ça fuit, c'est la fin du monde. C'est assez courant que ces fuites. Une fuite comme ça, on va dire que c'est dans la limite haute. Il y a quand même du transfert de pétrole qui se fait à ce moment-là et il est possible de rester enquillé. C'est pas parce que ça fait des gros volumes, on a l'impression que ça fuit beaucoup, ça fuit pas tant que ça en termes de litres. Des fois c'est parce que le contact c'est pas bien fait ou alors que le système est vieux, ça arrive beaucoup sur des vieux tuyaux par exemple d'avions de la garde républicaine, de la National Guard américaine. C'est des avions qui sont plus vieux que moi, avec du matériel un peu fatigué, ça peut arriver. Si ça fuit plus, on va sortir ou rentrer, mais si ça fuit encore, on se dit on fait avec, parce que le transfert se fait quand même. Quelle quantité de pétrole est transférée? On parle de centaines de kilos par minute pour les ravitaillements. Ça dépend des systèmes, ça dépend de pas mal de choses, mais c'est quelques centaines de kilos par minute de transfert. Ce qui veut dire qu'un ravitaillement peut durer de longues minutes, et généralement autour d'une dizaine de minutes. Allez, ça fuit, ça fuit. Imaginez si c'est comme un super étendard face à vous, et ben vous êtes un peu une sorte de nuage, ça vous nettoie la verrière comme on dit. Mais là c'est de la fuite, ça va. Alors ça ravitaille et ça ressort. Alors ça c'est sûrement la vidéo la plus impressionnante du net. Je vous laisse observer et après on en parle. C'est un AWACS, un avion radar qui vient se ravitailler sur un avion américain. On n'est pas dans le système classique de tuyaux. Là, c'est le boomer, donc l'opérateur à l'intérieur du tanker, qui vient bouger ce bras pour venir viser le trou qui se situe un peu au niveau de la corne de la licorne, hein, juste ici, et qui vient mettre dedans et permettre un transfert de pétrole et qui est très puissant. Donc le pilote, lui, doit venir se mettre à la bonne position, il suit des références qui sont sous le tanker. Et après, c'est le boomer à l'intérieur du tanker qui vient bouger ce bras. Vous avez eu peur? Moi aussi. On va se la remettre. Ça y va. On imite un peu gauche, mais tout va bien. Ça connecte, ça saute. Et ça passe pas loin du tout. Alors, je vous parlais juste avant de cette notion de référentiel. Rappelez-vous vos cours de physique-chimie à l'école, on vous parle de référentiel. Vous êtes dans un train, votre train se déplace à 300 km/h, vous jouez au ballon dans le wagon TGV. À quelle vitesse va votre ballon? Ça dépend. Par rapport à quoi? Par rapport à l'arbre ou à la vache qui est dans le champ, votre ballon il va aller à 320 km/h. Par rapport aux autres personnes à l'intérieur du wagon, votre ballon, une passe lente, il va à 10 km/h. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là, la caméra est située sur le tanker. Et derrière, on a notre avion qui vient ravitailler. Et l'impression, personnellement, la première fois que j'ai vu la vidéo, c'est qu'on a l'impression que l'avion qui est derrière bouge et se rapproche. Vous voyez, mais en fait, ce que le bras de ravitaillement nous montre, c'est clairement qu'en fait, c'est le tanker, c'est l'avion ravitailleur qui a bougé, qui est descendu et qui s'est rapproché de notre pauvre AWACS qui n'avait rien demandé à personne. Donc ça donne l'AWACS qui vient derrière, hop, et là, eh bien on a
des mouvements de la part du tanker qui descend, et on voit bien qu'il descend parce que cette espèce de bras là, de ravitaillement, on le voit monter, ce qui veut dire que il y a du G, il y a de la force de gravité, et ça monte. Donc en fait c'est que ça pousse. Donc c'est que les pilotes ont poussé, que l'avion est descendu, et là il descend, et dans la foulée, il faut aller dans l'autre sens, on va taper, ça repart dans l'autre sens. Regardez en prenant en compte cette notion de référentiel. Les pilotes poussent, on a peur, et remontent. Donc en fait, on a un push-pull de la part de l'équipage du tanker. On se la remet une dernière fois parce qu'elle est vraiment très impressionnante. Push, pull. Et je pense que la wax après dégage vers le bas, mais on voit clairement grâce à ce bras-là que c'est l'équipage du tanker qui vient bouger dans le ciel. Push, voilà, pull, et je pense que tout le monde a eu très peur, mais alors très peur. Donc pourquoi? La légende urbaine, je n'ai pas réussi à trouver le compte rendu, si vous le connaissez ou vous connaissez une interview des équipages, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, et je pourrais peut-être en faire une vidéo spécifique. La légende urbaine dit que c'est un souci de pilote automatique à bord de l'avion ravitailleur, je ne sais pas si c'est vrai ou faux. J'ai eu des petits soucis avec des tankers en Irak, pannes de centrales de navigation, des choses comme ça. Certains qui avaient des pannes de pilote automatique, donc qui faisaient tout le ravitaillement à la main. On voit une légère différence dans la manière de piloter l'avion, surtout dans les virages. Mais voilà, donc c'est pas passé loin, on n'est pas là pour jeter des pierres, on est là pour observer, et on prononce ces pierres, donc ne jetez pas. Et je vous ai dit c'était plus détente, c'est le 15 août. Et c'est très impressionnant. Voilà ce qu'on peut dire sur cette vidéo. En termes de lessons learned, eh bien, je pense qu'il y a eu des lessons learned pour la communauté des tankers là-dessus. Et c'est un accident qui est vraiment pas, enfin un incident qui est vraiment pas passé loin de l'accident. Pour la petite histoire, vous voyez au niveau de la wax que sa coupole radar continue de tourner. Je connais pas leur procédure, mais je pense pas trop m'avancer en disant que généralement, on vient couper tous nos systèmes électroniques. Donc je pense que la coupole tourne, mais qu'il n'est pas en train d'émettre radar, parce que n'oubliez pas, quand vous faites le plein de votre voiture, vous évitez d'avoir votre téléphone portable dans la poche ou à proximité ou allumé. C'est pareil dans l'aviation, on vient généralement éteindre nos radars au moment du ravitaillement, parce que voilà, c'est mieux. Si vous êtes ingénieur aéronautique, je suis sûr que vous pouvez nous expliquer pourquoi dans les commentaires, mais voilà. Moi, celui-là, il me fait peur. C'est pour ça que j'ai mis une tenue légère, parce que je suce sous les bras à chaque fois que je vois cette vidéo. J'ai beaucoup d'empathie pour l'équipage. Des deux côtés. Il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant. Alors, F14, et là, exactement comme dans la première vidéo, ça rentre. Onde de choc à cause de la vitesse relative qui était pas ce qu'elle aurait dû être. Et là, boum, c'est parti, ça arrache directement le tuyau. Le pilote garde le panier en signe de victoire sur sa perche, et là c'est très dommage. C'est très dommage. Voilà. Donc ça c'est un échec complet. Ça arrive de temps en temps, je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. À moins qu'on mette des perches de ravitaillement sur avion de ligne, ça m'arrivera pas dans ma carrière. Mais bon, ça peut arriver. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du gland, désolé, ça s'appelle comme ça, sur la perche de ravitaillement, il y a une petite pièce qui s'appelle le gland, et qui a pour fonction de casser si les forces de torsion en fait sont trop fortes. Et donc ça peut arriver qu'on casse le gland en ravitaillement, et dans ce cas-là, par exemple en Irak, il fallait se poser sur des terrains de secours ou de déroutement, de dégagement, parce que vous n'aviez plus de pétrole pour rentrer au porte-avions ou à la base. Donc il faut faire très attention à ça. Et des fois, il n'y a pas de justice, parce que peut-être que le pilote d'avant a fatigué le gland, donc il y a des vis, il y a tout un système, et il a beaucoup fatigué, vous arrivez, vous faites un contact souple, vous avez tout fait by the book, comme on dit, d'après les règles, et là, vous avez votre gland qui se casse, et vous ne pouvez plus faire de ravitaillement. Donc c'est assez dommage. Donc il faut faire attention à ça, et il faut toujours être souple, si pas pour vous, au moins pour les copains qui prennent l'avion derrière. Et quand ça vous arrive, je ne vous cacherai pas que, eh bien, normalement, on va dire la procédure, le spirit, c'est que tu vas regarder qui avait l'avion pour le ravitaillement d'avant, et tu vas quand même lui poser 2-3 petites questions. Et, donc voilà, j'en dirai pas plus. En parlant de bout qui coupe... Oh attention chérie, ça va couper. On va voir en hélicoptère, et là, vous allez voir, c'est assez impressionnant, parce que ça met en avant le fait que sur un hélicoptère, comme sur les avions, regardez les vols en avion de ligne, vous voyez les ailes qui bougent, tout est souple et tout bouge énormément. Et donc là, on a un hélicoptère qui vient ravitailler,
On peut se faire sur C130, C160, par exemple à 400M. Et si vous êtes violent au niveau des commandes, les pales bougent, tout bouge. Hein. Vous allez voir les torsions. Et ça peut être l'échec comme ça. Boum. Donc pourquoi est-ce qu'il se coupe sa propre perche? Tout simplement parce que les pales bougent, bougent en 3 dimensions, et là clairement la pale descend un peu parce qu'il tire sur le manche, ça fait du facteur de charge, sa pale descend et il vient se couper le bout de la perche de ravitaillement qui après vient taper d'autres pales. Donc dans un cas comme ça, je pense que d'un point de vue confort de vol, symétrie, tout ce que vous voulez, derrière il y a pas mal de travail de maintenance et surtout il doit sûrement déclarer une panne et ça va impacter son côté opérationnel à cause du fuel mais également à cause du souci de pale. On va re-regarder. Vous voyez bien les pales hein, comme elles descendent et boum. Donc ça je pense que là j'ai vraiment beaucoup d'empathie. Je suis triste pour l'équipage parce qu'ils ont vraiment dû se sentir bêtes. Et c'est comme ça qu'on apprend. Donc, si vous êtes pilote d'hélico, n'hésitez pas à partager si vous avez des histoires sympas. Moi, la communauté hélico, je ne connais pas trop. On est un peu chacun dans nos mondes, malheureusement. On est très pris avec nos charges de travail. Celle-là est sympa aussi. Hein. Celle-là est sympa et ce qu'on peut en retenir, c'est y aller comme un bourrin, c'est pas une bonne idée. Il faut vraiment y aller doucement, avoir 2-3 mètres par seconde de vitesse relative et ça se passe mieux. De manière générale, il faut être souple. On y va doucement. Là, vous voyez qu'il va très fortement, correction contre correction. Personnellement, j'aime bien mettre 2 mètres derrière le panier, très proche, légèrement en dessous. Et là, un petit coup de gaz, ça donne l'impulsion, ça a tendance à faire monter un tout petit peu l'avion. Vous mettez sur une trajectoire légèrement en montée et pouf, vous rentrez dedans. Ça, c'était pas mal. Plus vous arrivez de loin, plus c'est difficile. Et on ne se focalise pas sur le tuyau, on essaye de prendre des repères au loin, de manière à avoir une meilleure détection de l'environnement et ne pas se focaliser et suivre le panier qui des fois a tendance à bouger à cause de la masse d'air. Donc voilà, donc si vous essayez dans un simulateur de vol, n'hésitez pas à essayer de vous prendre des repères d'un peu plus loin et surtout ne faites pas comme ça, ne faites pas des grosses corrections contre corrections. Un avion ça vole bien, n'hésitez pas même à relâcher le manche pour être le plus souple possible. Là vous voyez, il était plus souple, hein. Donc il vient bien dedans et après il panique un petit peu, il commence à faire correction contre correction et surtout il n'a plus assez de gaz. Il aurait dû lâcher le manche et mettre un tout petit coup de mettre des gaz et ça serait bien passé. Celui-là est assez impressionnant si je vous dis pas de bêtises. Vous allez voir. Vous voyez ça arrive de loin, hein. Le nez est très long donc c'est vraiment pas évident. Mais il faut y aller doucement et là voilà. Il a réussi, hein. Le prochain est très impressionnant et je vous renvoie vers les soucis de commande de vol électrique. Les commandes de vol électriques, ça marche bien grâce aux senseurs. Les senseurs sont généralement sur le nez. On a des sondes d'incidence, toutes ces choses-là. Et le gros danger pour un avion moderne lors d'un ravitaillement, c'est que le tuyau vienne toucher vos sondes. Pensez au rayon pareil, quand les sondes sont endommagées, quand les sondes sont impactées. Là, on voit une sonde, par exemple, sonde d'incidence. Ça va vous donner des soucis au niveau des calculateurs, au niveau des informations de vol. Si votre sonde gauche touche le panier et bouge, elle va dire « Ouh, on est en montée », alors qu'en fait, vous êtes peut-être en descente. Vous allez avoir des incohérences qui vont vous donner des pannes de commande de vol et ça va impacter la contrôlabilité de votre aéronef. Donc il faut faire très attention de ne pas avoir le tuyau qui vient frotter sur ces sondes. Il faut faire attention de ne pas abîmer le cône radar avec le système de ravitaillement, avec le tuyau ou avec le panier, parce que si ça déforme votre cône radar, ça peut impacter la qualité des informations radar. Donc il faut éventuellement préchanger, donc ça coûte cher. Donc il faut faire très très attention à ça. Et le gros no-no, c'est ce qu'on va voir là. Donc c'est, j'y vais comme un bourrin, j'avance, je bloque, je m'enroule à l'intérieur du tuyau et je casse tout. Voilà, celui-là je pense que c'est notre vainqueur de la journée. Voilà, vous faites ça avec un avion comme le Rafale, vous voyez quand vous avez le tuyau là qui vient frotter, le tuyau qui revient et qui frotte, vous arrachez les sondes, vous cassez tout. Et là, après, ramener l'avion, c'est beaucoup plus compliqué. Donc là, on est de jour, hein. On fait ça de nuit également. C'est pas un sport facile. C'est pas naturel parce qu'on vous apprend à essayer d'éviter de rentrer dans d'autres aéronefs ou dans des objets en vol. Et là, il faut venir forcer ce contact.
mais ça se fait assez bien, la courbe de progression est sympa. Dans la marine, je parle de ce que je connais dans la marine, on fait notre premier ravitaillement tout seul. Moi j'ai fait mon premier ravitaillement super étendard, donc on y va pour la première fois tout seul, pas de démonstration en biplace, rien de tout ça, on y va comme des grands, et il faut être souple. On fait initialement des enquillages à sec, donc on vient mettre de la perche à l'intérieur du panier de ravitaillement sans transfert de pétrole, et après on fait des enquillages humides avec du transport, avec du transfert de carburant. Pas mal de charges de travail lors d'un ravitaillement en termes de procédures pour y aller, procédures pour partir, d'anti-abordage, de gestion du timing parce que vous n'êtes pas tout seul, il y a d'autres patrouilles qui veulent venir, de gestion du pétrole, de gestion de votre vecteur. Vous venez de prendre 2 tonnes, 3 tonnes, 4 tonnes, 6 tonnes de pétrole, il faut le dire à la machine, donc il y a une interface à respecter. Donc voilà, donc c'est pas un sport de masse, c'est plus un sport de masse que l'appontage, on est d'accord, mais il faut faire attention, donc on se moque pas de nos camarades, c'est pas sympa. Au contraire, on essaye de voir un petit peu qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment, ou même se dire, ouh, le coup du C135, là, la panne avec la wax, c'est pas forcément des choses auxquelles on réfléchit. Qu'est-ce que je fais si mon tanker a une panne alors que je suis enquillé derrière? Imaginez, vous êtes enquillé derrière et là votre tanker il a une panne moteur. Une double panne moteur, vous êtes enquillé derrière, si vous n'avez jamais réfléchi à ce que vous faites dans ce cas-là, il faudra réagir très vite, ça va mal se passer, vous allez vous retrouver avec du tuyau enroulé, enfin ça va pas être terrible. Donc il faut avoir anticipé tout ça, c'est le rôle du pilote de chasse, c'est prendre un maximum d'avance intellectuellement. Qu'est-ce que je fais si on se fait tirer dessus en territoire ennemi alors que je suis derrière le tanker? Qu'est-ce que je fais s'il dégage? Qu'est-ce que je fais s'il y a une turbulence forte? Toutes ces choses-là sont des choses auxquelles on pense, de manière à éviter d'être surpris, à être toujours devant l'avion comme on dit. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser savoir, à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, et à très bientôt, excellent mois d'août à vous, fly safe.